4 pour étudier le taux réel. Pour ce séchage, j'ai imposé une température au niveau tuyau chauffant de 200 degrés, ce qui traduit par une température à l'entrée de la chambre environnementale de l'ordre de 50 degrés. Et la température dans la chambre et à la sortie sont proches et qui sont de l'ordre de 30 degrés, qui sont beaucoup plus grands que la température à l'extérieur de la chambre. Et on note ici une influence quand même de la température à l'extérieur sur l'ensemble des températures dans la chambre, ce qui n'est pas le cas pour l'humidité relative. En effet, l'humidité relative à l'extérieur présente des variations importantes, tandis que l'humidité relative dans la chambre et à la sortie présente des variations régulières qui commencent par une phase d'une valeur maximale et constante et puis un taux décroissant. Donc nous avons gagné cette méthode pour calculer le taux d'évaporation. Et on observe ici trois phases distinctes. La première phase d'un taux d'évaporation maximal et constant, relativement constant ici, suivi d'un taux décroissant et puis un taux résiduel et faible, ce qui correspond à la moitié seulement du taux maximal. Et après 70 jours d'évaporation, il y a une quantité de près de 80 mm d'eau ont été évaporés. Observons maintenant des réponses dans le sol. Commençons avec la réponse en tonneau volumique à différentes profondeurs. Et on observe qu'il y a une seule variation significative de tonneau à 50 mm de la surface du sol. La tonneau dans une plus grande profondeur ne varie pas. En ce qui concerne la succion dans le sol, c'est pareil avec la tonneau. On a ici des réponses à 50 mm qui dépassent 10 mégapascales, tandis qu'à profondeur, les données données par les 4 tensiomètres, une fois répondues, dépassent 1000 kilopascales. Je présente également dans ce transparent les résultats des deux paramètres pour caractériser la fissuration. On a ici le taux de fissure et la largeur tolérée. On note ici des allures, des évolutions similaires de ces deux paramètres. Une phase initiation, ensuite ensuite une augmentation rapide et se termine par une phase de stabilisation. Et à la fin du séchage 4, on obtient un taux de fissure très important qui est de 30%. À la fin de ce séchage 4, un bloc de zone a été prélevé pour déterminer un profil de tonneau massique. Et on note ici seulement sur 10 cm. Et on a déjà une grande différence de tonneau dans le sol. Et ce résultat est déjà observé dans la littérature. En même temps, avec la détermination de la tonneau, des mesures géométriques directes à la surface du sol ont été également réalisées pour déterminer la relation entre la profondeur et la largeur. On note ici l'existence de certaines fissures qui sont très grandes, ayant des largeurs jusqu'à 50 mm. Et quand il y a une relation entre la profondeur et la largeur, on note que cette relation n'est pas évidente. Le taux de fissure est également étudié en fonction avec la tonneau volumique à 50 mm pour le séchage 3 et le séchage 4. Donc on observe ici, une fois que la tonneau atteint une certaine valeur, le taux de fissure commence à se développer à la surface du sol et qui se stabilise à partir d'une valeur de tonneau de l'ordre de 20%, qui est proche de la limite de retrait de ce sol-là.
Donc, je vais présenter maintenant le développement théorique pour exploiter ensemble des résultats expérimentaux. Donc, pour le modèle théorique, nous avons utilisé deux voies différentes pour aboutir à cette formule. D'abord par un développement théorique qui se base sur l'équation de Dalton, qui est comme la référence de l'ensemble des méthodes aérodynamiques. Et puis j'ai également vérifié différentes hypothèses durant le développement théorique pour aboutir à cette formule. La deuxième voie que j'ai utilisée pour développer cette formule, c'est que j'ai utilisé des données expérimentales existantes dans la littérature pour prouver cette formule. Une fois cette formule est validée, bon, il faut développer une nouvelle approche pour déterminer le taux d'évaporation potentiel, pour déterminer les valeurs à la surface et dans l'air, et pour la prise en compte de la fissuration. Donc, commençons avec l'utilisation des données existantes dans la littérature. Nous avons ici le rapport AEPE. Bon, à gauche, ici, c'est en fonction de la teneur d'eau moyennée sur 30 mm et sur 10 mm. Et une fois la teneur d'eau est convertie en succion, on voit que ces courbes sont confondues. C'est-à-dire que ces courbes sont maintenant indépendantes de la nature du sol si la succion est utilisée. Et comparons maintenant, pour le cas de succion est mesurée à 10 mm et à 30 mm, qu'on observe une augmentation de ces courbes par rapport au cas où la succion est moyennée sur 30 mm. Et pour vérifier cette observation, j'ai utilisé les données de cours d'eau. Et pour deux sols différents ici, terreau et sable. Et quand la succion est mesurée à 0 mm, c'est-à-dire exactement à la surface du sol, ces courbes se confondent. Et finalement, j'ai mis l'ensemble de ces résultats avec les résultats de Wilson à très faible profondeur et avec les trois résultats théoriques avec trois valeurs de l'humidité relative dans l'air différents. Et ces résultats montrent un bon accord entre les résultats expérimentaux et les résultats théoriques, ce qui valide en quelque sorte cette formule. Donc continuons maintenant avec le développement d'une nouvelle approche pour l'évaporation potentielle PE. Voici le démarche adopté. Donc j'ai vérifié différentes formules existantes dans la littérature, Pellman, Chouari, etc. Et ensuite, j'ai fait un calage de ces paramètres pour que ça colle mieux avec les résultats expérimentaux obtenus. Et j'ai également proposé le développement pour améliorer ces formules existantes. Et finalement, j'ai fait une comparaison de l'ensemble de ces méthodes. Donc, nous avons ici la formule de Pellman initiale, la formule de Pellman développée en ajoutant ici un terme de température, la formule développée en race à l'étude de Chouari, la formule développée à partir de l'équation de Romanenko. Bon, l'équation initiale, c'était comme ça, avec un terme de température ici. Et nous avons trouvé que la température est plutôt prise en compte dans le terme de l'humidité relative ici présente. Et notre formule proposée. Et nous avons comparé l'ensemble de ces formules avec deux séries que nous avons obtenues. D'abord avec une série à différentes vitesses. Donc nous avons ici la courbe continue violette, c'est le résultat mesuré. Et on note qu'il y a seulement deux formules qui donnent des résultats qui correspondent mieux à ce résultat mesuré. C'est la formule de permanence ici et notre formule proposée. Et avec la deuxième série à différentes températures, la formule de Pellman ne permet plus de reproduire l'essai
tandis que notre formule proposée présente ici un bon accord avec le résultat mesuré. Nous avons également validé notre formule développée avec les résultats de Rouen. Et on observe que cette formule fonctionne bien avec différentes valeurs de rayonnement. Donc, pour le troisième développement, je me suis concentré sur la détermination du taux d'évaporation réel, AE. D'abord, j'ai utilisé les données du séchage 4, donc le taux AE, le taux réel calculé, le taux d'évaporation potentielle calculé, en fonction, avec notre formule développée ici. Donc on fait le rapport entre AE et PE et on obtient l'évolution du rapport en fonction du temps ici. Et à la fin du séchage 4, on obtient les rapports AE-PE de 0,35. Et appliquons maintenant la formule développée AE-PE ici, avec des mesures à la surface du sol à la fin du séchage 4 et des mesures dans l'air. On obtient une valeur de 0,21. Et cette différence ne peut être expliquée par la non prise en compte de la fissuration dans l'évaluation du taux d'évaporation. Et comment est-ce qu'on peut prendre en compte de la fissuration? Imaginons maintenant le cas le plus simple, avec une seule fissure